fidèle au jeudi de la science. Ah oui, j'ai pas de micro. Vous m'entendez? Si. Allô? Ah, d'accord. Oui, ça va. Parfaitement bien, c'est bon. Là, ça va, vous m'entendez. Donc, merci d'être avec nous et fidèles au jeudi des sciences. Notre deuxième épisode sera consacré à la présentation d'Elisabeth Cunin. Elisabeth Cunin est directrice de recherche à l'IRD. Elle est chercheuse associée au Centre de recherche et d'identité culturelle latino-américaine de l'Université de Costa Rica. Elle est membre de l'unité de mix de recherche URMIS qui implique l'Université de Nice à Nice et puis je pense aussi l'Université de Paris à Paris. Donc, ils sont sur le site et ils sont aussi impliqués dans le LMI IRD MESO qui couvre le Mexique, Amérique centrale, Haïti et Cuba. Et elle travaille aussi dans le Centre international de recherche sur l'esclavage et le post-esclavage de CIREX. Ses recherches actuelles portent sur la jurisprudence éthique de la Cour interaméricaine des droits de l'homme à partir d'une ethnographie, des audiences et d'une réflexion sur la construction et les usages sociaux du droit. Donc, Elisabeth, merci réellement pour ta participation. Ces jeudis sont vraiment multi- et transdisciplinaires. Ça peut faire plaisir à certains de nos collègues de l'IRD. Donc, Elisabeth, tu as 30 minutes ou 35 minutes, comme tu veux. Puis après ta présentation, on aura un échange avec l'audience. À toi, Elisabeth. Oui. Est-ce que j'ai bien mis mon micro? Oui. Bonjour à toutes et tous. Un grand merci à Abdel pour l'invitation et puis merci pour l'organisation de ces jeudis de la science et puis pour votre présence. Alors, je vais présenter un petit peu ce qui est le projet de recherche sur lequel je travaille actuellement et pour lequel je suis au Costa Rica. Donc, c'est à la fois c'est une continuité de recherche antérieure, mais c'est aussi pas mal de pistes de recherche, disons. Également un sujet assez nouveau pour moi et un peu technique parfois sur des questions juridiques. Donc, surtout, n'hésitez pas aussi l'idée, c'est d'échanger, quoi. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre ou à me dire s'il y a des choses qui sont pas claires ou sur lesquelles on peut revenir davantage. Donc, mon idée, c'est un petit peu alors, je suis anthropologue ou sociologue, ça dépend des jours, mais en tout cas, entre les deux disciplines. Et c'est d'essayer justement de faire un travail anthropologique sur un monde qui est très juridique, donc qui est la Cour interaméricaine des droits de l'homme, où il y a principalement des avocats et des juristes. Donc, un monde assez inconnu pour moi. Voilà, et donc l'idée, c'est d'essayer de le comprendre un petit peu mieux, mais avec un questionnement qui est anthropologique et pas du tout en termes de droit ou de questions juridiques. Donc, je me situe aussi, bon, peut-être, il peut y avoir des décalages entre les priorités, on va dire, ou les thématiques de recherche en Haïti et ce qu'on peut faire en Amérique latine. Donc, moi, j'ai toujours travaillé en Amérique latine et notamment autour de ce qu'on a appelé ce tournant multiculturel des années 90-2000 en Amérique latine, donc de reconnaissance de la différence, notamment pour les populations indiennes et afrodescendantes, comme on va plutôt les appeler. Donc, on le voit au niveau de différentes constitutions nationales qui ont adopté des politiques, des mesures spécifiques pour les populations indiennes et noires ou afrodescendantes. Et on le voit aussi au niveau international, notamment avec cette convention 169 de l'OIT, donc l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est un texte fondamental qui va vers une logique d'autonomie politique des populations indiennes et qui s'applique en partie aux populations noires ou afrodescendantes. C'est un sujet sur lequel on reviendra. Ou par exemple, la déclaration des Nations Unies sur ces questions-là. C'est juste des exemples pour vous dire qu'il y a vraiment une thématique d'actualité depuis les années 1990-2000, tant au niveau national qu'au niveau international, avec de nombreux textes qui viennent encadrer cette question de la reconnaissance des droits des populations indiennes et noires ou afrodescendantes. Du coup, il y a énormément de travaux en sociologie, en anthropologie, en géographie, en histoire, etc., sur ce qu'on va appeler, alors de différentes façons, mais en tout cas la globalisation des droits, et puis aussi ces droits appropriés par en bas, entre guillemets, c'est-à-dire par les populations elles-mêmes, comment de plus en plus les populations elles-mêmes se mobilisent pour leurs droits,
Et c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui en Amérique latine. Donc voilà, ça c'est un peu des exemples. Et notamment par rapport aux populations indiennes qui se placent de plus en plus dans une logique de respect de leurs droits et notamment des droits de l'homme appliqués aux populations indiennes. Alors, moi, j'ai suivi un petit peu une logique complémentaire, on va dire, de ces travaux qui existent. Et plutôt que de m'intéresser aux mobilisations sociales, aux organisations indiennes, aux politiques des États, ce que j'avais un peu fait par ailleurs auparavant, je voudrais m'intéresser à un petit peu, enfin, un tribunal très international, très institutionnel, très étatique aussi, qui est donc la Cour interaméricaine des droits de l'homme, dont le siège est à San José au Costa Rica. Voilà, donc c'est vraiment un tribunal très formel. Voilà, c'est le cœur, un des cœurs des institutions où on fait le droit justement. Et ce qui m'intéresse, c'est de me placer dans cette institution pour voir comment à ce niveau, donc là c'est vraiment par en haut, on pourrait dire, avec ce contraste par en haut, par en bas de la société civile, et là c'est plutôt les élites, les juges, le pouvoir, comment se fait le droit à ce niveau-là. Alors, bon, on pourrait passer des heures et des heures, et il y a des tonnes et des tonnes de travaux, d'analyses sur ce qui est en fait le système interaméricain des droits de l'homme, donc qui naît dans le cadre de l'Organisation des États américains, à laquelle participent la plupart des États de tout le continent, mais aussi de la Caraïbe, par exemple Haïti est présente. Donc, qui crée d'abord la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui siège à Washington, puis la Cour interaméricaine, qui est plus récente et qui est vraiment un tribunal avec un vrai pouvoir de jugement, et qui est donc à San José. Donc, je fais tout un travail d'historisation en fait, de cette cour, d'où elle vient, comment elle a été créée, quels sont les premiers textes qui ont été produits, etc., notamment en relation avec les populations indiennes et noires. Par exemple, il y a eu cette déclaration américaine sur les droits des peuples indigènes qui a mis presque 20 ans à être acceptée par les États. Donc là, on voit un processus très, très long où il y a eu plein de textes provisoires qui ont été retravaillés, qui ont été discutés. Donc, on voit aussi l'évolution de la construction de ce droit. Et puis là, il y a des espaces institutionnels de reconnaissance des droits donc, des peuples indigènes et de droits des personnes afrodescendantes avec ce qu'on appelle les relateurs qui vont sur place dans les différents pays et qui font des rapports régulièrement sur la situation de ces populations. Alors, là aussi, je passe très rapidement, mais on pourra y revenir. Vous avez sur la carte les pays qui reconnaissent, en bleu foncé, les pays qui reconnaissent le pouvoir, enfin, la juridiction de la Cour interaméricaine. Donc, en gros, pour le dire vite, c'est tous les pays d'Amérique latine, sauf le Venezuela qui en est sorti depuis peu. La Caraïbe ne reconnaît, les pays de la Caraïbe, on va dire, reconnaissent très peu, sauf Haïti et la République dominicaine qui a aujourd'hui une position très ambiguë, j'y reviendrai tout à la fin. Et puis aussi, autre fait remarquable, c'est que ni le Canada ni les États-Unis ne reconnaissent le pouvoir de la Cour interaméricaine, donc ne veulent pas que des cas nationaux puissent être traités par un tribunal international. Ils ne reconnaissent pas la Cour comme un tribunal international. Vous voyez aussi tous les cas qui sont arrivés à la Cour. Alors ça, c'est aussi, il y a des comparaisons très intéressantes à faire avec la Cour européenne des droits de l'homme. Ici, en Amérique, il y a assez peu de cas qui sont traités par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, contrairement à l'Europe, où il y a beaucoup, beaucoup plus de cas. Donc là, c'est deux logiques de fonctionnement assez différentes. Même si la Cour a été créée en 1979, en fait, les premiers cas n'arrivent que plus de 10 ans après. Les premiers cas sont surtout des cas politiques liés au régime autoritaire, notamment au Chili, en Argentine, au Brésil, des choses comme ça, donc avec une dimension de défense de la démocratie. Et puis après, à partir des années 2000, il y a une grande diversité de cas. Et c'est notamment à ce moment-là qu'apparaissent les premiers cas indiens et afrodescendants sur lesquels je travaille. Voilà. Ça, c'est la Cour. Donc, vous voyez ce bâtiment qui est un gros bâtiment, je ne sais pas, néo-républicain, au cœur de San José, donc de la capitale du Costa Rica. Et puis, les juges, les 7 juges, qui sont toujours donc, dans leur habit. Hein. Donc, ça, c'est la salle où il y a les audiences. Donc, c'est assez formel, avec les drapeaux, avec sur les côtés plein
de tableaux des anciens juges, etc. Donc, il y a toute cette dimension un peu rituelle de la justice. L'actuelle présidente, Elisabeth Odio, c'est la première fois qu'une femme est présidente de la Cour. De fait, il y a eu très peu de femmes juges de la Cour interaméricaine. Elle est costaricienne. Et vous voyez, je ne sais pas si c'est votre droite ou votre gauche, mais enfin, ce document qui est en espagnol, mais de toute façon qui est lisible, je pense. Mais c'est juste pour vous montrer, ça c'est un résumé, enfin une schématisation de ce qui est la procédure au sein de la Cour interaméricaine lorsqu'un cas arrive à la Cour interaméricaine. C'est juste pour montrer, il y a un nombre d'étapes assez impressionnant. C'est une procédure très, très longue, très institutionnelle, très formelle, avec des étapes rigides à suivre, avec même des dates fixes, etc. Et ça, c'est seulement ce qui se passe au sein de la Cour. Avant, tous les cas qui arrivent à la Cour interaméricaine doivent d'abord passer par la Commission interaméricaine. Là aussi, c'est le règlement, c'est la façon de fonctionner. Et c'est la Commission qui présente les cas. C'est-à-dire que, pour rester sur les questions indiennes, par exemple, une organisation indienne ne peut pas présenter directement un cas à la Cour, elle doit passer par la Commission. Ce qui veut dire que certains cas mettent pratiquement 20 ans pour arriver à leur terme. Donc ça, c'est une des questions fondamentales du fonctionnement du système interaméricain des droits de l'homme, c'est, entre guillemets, l'efficacité de ce système. Lorsque un cas met 20 ans pour être traité et pour arriver à une sentence, donc à un jugement, on peut se demander si ça a encore du sens ou quelle est l'utilité de passer par la Cour interaméricaine. Pourquoi est-ce que des organisations civiles veulent aller à la Cour interaméricaine? Est-ce qu'après, les jugements de la Cour vont avoir un effet sur la situation dans les pays? Puisque une fois que ça sort de tout ce processus que vous voyez là, en fait, ça arrive dans le pays. Donc, la Cour fait des recommandations au pays, enfin, qui sont obligatoires, c'est plus que des recommandations, demande des réparations, en fait, dans les pays. Et après, il y a tout un jeu d'application ou de non-application du jugement de la Cour qui, là aussi, peut durer des années avec des vérifications de la Cour, etc. Donc, c'est un processus extrêmement long et qui, du coup, interroge aussi sur son utilité, son efficacité, et c'est une question sur laquelle on peut revenir. Voilà. Mais en tout cas, moi, je me situe en fait dans tout ce schéma-là, dans le petit carré jaune que vous voyez en jaune, qui est l'audience, c'est-à-dire le lieu, le moment et le lieu. En général, c'est 2 jours, 3 jours, où il y a une rencontre entre tous les acteurs au sein de cette cour interaméricaine, de discussion sur la situation, de discussion entre les parties. Et un petit peu mon hypothèse, c'est qu'il se passe des choses dans cette audience, qui peut être aussi une question, et que notamment le droit se construit au moment de l'audience, dans cette audience. Donc, l'audience, pour la schématiser, c'est ça, la salle d'audience. Donc, encore une fois, c'était la salle qu'on voyait tout à l'heure, donc très formelle, très institutionnelle, très prestigieuse. Et on voit là les différents acteurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait. Ce sont les acteurs et leurs interactions et qu'est-ce qui se passe au cours de cette audience. Donc, vous avez les juges, alors toujours dans leur tenue, sur une estrade, mis à l'écart, et il est absolument impossible de s'approcher des juges. J'ai essayé à plusieurs reprises, même quand il n'y a personne dans la salle, s'approcher de l'estrade où ne sont plus les juges, parce que par exemple, ils ont fait une pause, on est immédiatement arrêté. Absolument pas aller voir quels sont leurs papiers, ce qu'ils font, etc., qui sont, moi, un petit peu les choses qui m'intéressent. Mais voilà, donc ils sont vraiment placés à l'écart et en plus en surplomb. Et vous avez devant eux les 3 parties, en fait, les 3 acteurs principaux, qui sont donc, alors je vous disais, la CIDH, donc c'est la Commission interaméricaine, c'est elle qui propose le cas à la Cour interaméricaine au nom d'une violation des droits de l'homme du système américain, un système interaméricain. Donc, c'est elle qui vient défendre un cas. À côté de la CIDH, il y a les représentants des victimes, ça c'est le langage juridique. Donc, c'est-à-dire souvent des associations, souvent des avocats qui viennent parler un petit peu au nom des victimes. Ce que ça sous-entend, c'est qu'en fait, les victimes ne sont pas capables de se défendre elles-mêmes parce que c'est un système juridique tellement compliqué qu'il faut être vraiment
non seulement avocat, non seulement très bon avocat, mais vraiment spécialiste du système interaméricain. Et de fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 ou 4 grosses ONG internationales qui sont souvent basées à Washington ou à San José et qui sont devenues spécialistes de la présentation des cas devant le système interaméricain. Voilà. Donc, il y a vraiment une expertise et une spécialisation des ONG qui, là aussi, peut questionner, en tout cas, est une source d'interrogation pour moi en termes de, finalement, quelle est cette représentation? Est-ce qu'il y a vraiment une représentation? Est-ce que n'importe quelle victime peut arriver à la Cour interaméricaine? Quel est le rôle de ces ONG qui sont devenues expertes dans ce droit international, etc. Et le troisième acteur, c'est l'État, les représentants de l'État, où finalement, pour moi, c'est l'acteur le plus difficile à identifier et à analyser. Souvent, ils refusent de faire des entretiens, hein, ils sont très peu accessibles. Et là, il y a un peu tous les niveaux. Il va y avoir des niveaux de gens qui sont très bien préparés, qui sont eux aussi devenus spécialistes dans la défense de leur propre État et dans la manipulation un petit peu des droits de l'homme, ou dans le fait de dire qu'eux-mêmes sont des partisans des droits de l'homme. Et vous allez avoir d'autres États qui, au contraire, montrent clairement qu'ils n'ont aucun intérêt pour le système interaméricain, que de toute façon, en gros, ils n'appliqueront pas les mesures prises par la Cour, donc qui montrent une certaine indifférence, on va dire. Sur le côté, alors les petites croix jaunes, là, c'est les portes d'entrée. Donc, vous avez une porte réservée pour les juges. Hein, encore une fois, on voit bien un petit peu ce monde à part des juges. Vous avez une porte réservée pour tout ce qui sont les victimes, les témoins, les experts. Donc, les victimes, hein, celles pour lesquelles on défend le cas devant la Cour. Et les témoins sont des gens qui ont vécu la situation, mais qui n'en sont pas victimes. Et les experts, ce sont les gens qui ont une compétence sur le cas précis, qui ne le connaissent pas en général, mais qui ont une compétence sur le sujet. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis, vous voyez aussi partout, il y a des écrans de télé et puis des caméras, puisque toutes les audiences sont filmées. Donc, il y a un jeu permanent aussi avec les télés. On se voit en permanence sur les écrans. Les juges se voient eux-mêmes sur les écrans, voient la salle. Enfin, donc il y a un jeu aussi de représentation qui est fondamental. Toute la partie en bas, c'est donc le public qui souvent est assez nombreux. Je ne sais pas, ça va jusqu'à une centaine de personnes. Donc, beaucoup de juristes, beaucoup d'étudiants. À plusieurs reprises, par exemple, j'ai vu une dizaine d'étudiants avec leurs professeurs qui venaient du Mexique ou d'Argentine et qui viennent passer une semaine pendant les audiences pour voir comment fonctionne le système interaméricain, etc. Donc, le public est aussi extrêmement intéressant. Il y a plein d'habitués aussi qui viennent là, qui suivent les procès, etc. Et puis, sur le côté, sans doute, les personnes les plus importantes, donc la secrétariat, c'est de la Cour, hein. Donc là, il y a celui qu'on appelle le secrétaire de la Cour, qui est lui aussi en tenue exotique, j'ai envie de dire, en toge, mais une toge toute noire, donc pour bien le distinguer des juges, et qui est celui, en fait, qui mène les débats, on va dire, qui donne la parole, qui coupe les gens, qui a reçu tous les documents en amont, donc qui organise, en fait, l'audience. Et à côté de lui, une personne que moi, je n'avais jamais repérée jusqu'à présent et que j'ai pu repérer parce que j'ai fait des entretiens avec ces personnes-là, qui est en fait un avocat, qui est la seule personne dont on ne dit pas le nom. Personne ne connaît son nom, sauf les gens qui connaissent ce petit milieu, qui sont du milieu. Et ce sont les avocats de la Cour. Ils sont aujourd'hui une dizaine. Et en fait, c'est l'avocat qui est la personne principale, avant même les juges, pour élaborer la sentence finale, c'est-à-dire ce qui va ressortir en fait de tout ce procès. Donc, l'avocat, il a vraiment un rôle fondamental et il est là pendant toute l'audience. On a l'impression qu'il ne fait rien du tout, mais en fait, il est au courant de tout. Et à chaque fois qu'il y a un doute ou quelque chose, les juges peuvent l'appeler, il peut aller amener une pièce manquante ou une pièce dont on a besoin, etc. Donc, c'est la personne invisible et en même temps, c'est la personne centrale, ce qui pour moi est assez révélateur aussi du fonctionnement de la Cour ou en tout cas de ce qui se donne à voir de la Cour. Bon, pour ne pas m'étendre trop, mais ça aussi, on peut y revenir, hein. Voilà, c'est un petit peu le cadre théorique, on va dire, de l'analyse, mais voilà, qui s'inspire à la fois d'un courant de recherche très présent en Amérique latine, qui est l'anthropologie juridique, mais aussi un courant de recherche plus français, on va dire, sur la sociologie du droit, etc. Bon, je ne m'étends pas là-dessus.
Comme je ne m'étends pas non plus sur cette question qui est très méthodologique, que je me pose en permanence, puisque mon projet, c'était de faire une ethnographie de la cour. Une ethnographie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une méthodologie très utilisée en anthropologie. Ça veut dire être présent dans un groupe, dans un lieu, dans une institution. Donc, ça vient vraiment de la tradition anthropologique. Par exemple, faire une ethnographie d'une communauté indigène, d'une communauté je ne sais quoi. Faire une ethnographie des supporters de football, etc. Donc, ça veut dire être dans le groupe. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était faire une ethnographie des audiences, donc être présente dans les audiences, alors dans le public, bien entendu, mais voilà, participer, assister aux audiences. Or, la Cour interaméricaine est fermée depuis 1 an et demi avec la situation du Covid. Donc, il a fallu que je réinvente une façon de travailler qui passe par une sorte d'ethnographie virtuelle, c'est-à-dire en s'appuyant en fait sur à la fois un matériel écrit et un matériel audiovisuel, puisque, comme je vous disais, toutes les séances sont enregistrées, le son au début, et puis aujourd'hui avec des vidéos. Donc, je travaille beaucoup sur ces vidéos et sur tous ces documents. Bon, ça, on pourra aussi y revenir, mais c'est des aspects plus méthodologiques. Voilà. Aujourd'hui, là aussi, ça peut être objet de discussion, mais moi, au sein de toute la jurisprudence de la Cour interaméricaine, depuis ses débuts, donc 79, j'ai identifié exactement 32 cas, donc 21 cas indiens concernant des populations indiennes et 11 cas concernant des populations afrodescendantes. Donc là aussi, on pourrait se demander comment j'ai fait pour identifier ces cas, etc. On pourra y revenir. En tout cas, j'ai essayé de le faire de la façon la plus large et inclusive possible. Quelques petits commentaires sur ce tableau sur lequel on pourrait s'arrêter aussi des heures. En ce qui concerne les populations indiennes, la thématique centrale, c'est celle de la propriété des terres, la propriété collective des terres, et j'y reviens tout de suite. Il y a une association très forte entre populations indiennes et terres. Dans le cas des populations afrodescendantes, certes, la propriété collective est présente, mais il y a aussi, comme vous voyez, beaucoup de cas qu'on va appeler, enfin que la Cour elle-même, je reprends ici les termes de la Cour et des sentences, de détention arbitraire, c'est-à-dire en fait d'arrestation arbitraire par la police ou par les militaires de personnes considérées comme noires et donc potentielles délinquantes ou potentiellement dangereuses. Donc, tout ce qu'on appelle la discrimination au faciès, ce genre de choses. Donc, c'est ça la thématique centrale en ce qui concerne les populations afrodescendantes. Voilà, bon, on pourra revenir sur ce tableau. Mais je voudrais juste en fait m'arrêter sur ce premier cas et puis après sur 2 cas qui concernent Haïti justement, enfin la République dominicaine, mais concerne des populations haïtiennes. Ce premier cas, Awastingui, qui est le cas d'une population indienne au Nicaragua, sur la côte caraïbe du Nicaragua. On le considère comme le premier cas indien de la Cour interaméricaine, donc la première jurisprudence, la première fois qu'on reconnaît un droit spécifique indien dans la Cour interaméricaine. Si vous regardez mon tableau précédent, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, il y a eu 2 cas auparavant. Ce cas, Bamaca Velasquez, qui était au Guatemala un tout petit peu avant, quelques mois avant, mais surtout, par exemple, le cas Alobo Eto'e, au Suriname, qui est un cas qui concerne des populations maroun, comme on les appelle là-bas, donc afrodescendantes, vivant un petit peu en communauté. Et en fait, ces 2 cas, ils sont un petit peu oubliés dans la mémoire institutionnelle de la Cour interaméricaine. Et cet oubli lui-même est significatif et intéressant, parce que ces 2 cas, ils concernent, pour Bamaca Velasquez, c'était pendant la guerre civile guatémaltèque, donc c'était un massacre de population, en fait. Et le cas Alobo Eto'e, il concerne justement les populations noires, afrodescendantes, qui sont toujours un petit peu à la marge dans cette reconnaissance de la différence et qui ne va pas être considéré comme un cas pionnier. Donc, le cas pionnier qu'on retient, c'est celui-ci, donc je vous disais, Awastingui, qui est au Nicaragua. Là aussi, je ne m'étends pas trop sur les détails, c'est une longue histoire, mais disons que c'est la première fois en Amérique où on reconnaît un droit collectif pour les populations indiennes et donc on oblige, enfin la sentence va dans ce sens, l'État nicaraguayen à attribuer des terres à ce qu'on va considérer comme une communauté indienne qui est celle de Awastingui de façon collective.
alors même que les textes du système interaméricain, la Déclaration interaméricaine des droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, ne parlent pas de droit collectif. Donc, en fait, ce qu'on appelle une grande innovation de la Cour à ce moment-là, c'est qu'elle a utilisé un droit qui est un droit très classique, libéral, individuel, pour le transformer en un droit collectif à la Terre. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'au niveau juridique, il y a un peu on va dire un cap qui a été franchi, qui est très fort en termes juridiques. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ça, même si c'est fondamental, hein, mais c'est voir ce qui s'est passé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce cas est devenu exemplaire, c'est devenu le premier de toute la jurisprudence ethnique, etc. Mais finalement, derrière, en gros, il y a 2 ou 3 acteurs qui vont jouer un rôle fondamental et c'est eux qui construisent ce cas. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait comme ça du droit, c'est une espèce de continuité ou tout d'un coup une innovation juridique, les textes. Non, en fait, c'est des personnes qui ont un rôle central, souvent avec d'autres intérêts, mais qui à ce moment-là vont croiser les intérêts de la Cour ou vont croiser les intérêts de ce groupe indien à Wastinghi. Et notamment, il y a 2 personnes, c'est James Anaya que je mentionne ici, voilà, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui est un grand nom, on va dire, sur les questions des droits indiens, qui à cette époque n'est pas encore très connu, qui commence à l'être, hein, et qui, depuis le début des années 90, en fait, depuis 93, est un défenseur de la population à Wastinghi et de leurs droits à la terre. Donc, en fait, c'est un militant au début, c'est un avocat militant, également universitaire, qui fonde un petit centre de recherche sur les questions indiennes et qui se spécialise dans ce qu'on va appeler le litige, le litigio. Donc, en fait, l'aide aux populations indiennes pour défendre leurs droits. Et c'est cette personne qui porte le cas, en fait. Ce n'est pas les populations indiennes elles-mêmes, ce n'est pas des ONG, c'est une personne. Et cette personne, elle mélange tous les rôles, puisqu'elle est à la fois universitaire, avocat, militant. Elle joue un double rôle parce qu'elle fait passer le cas, il fait passer le cas à la commission interaméricaine, mais en même temps, il est représentant des victimes. C'est-à-dire que si on revient sur ça, ici, normalement, ces 2 cases sont séparées entre représentant des victimes et commission interaméricaine. Lui, il a les 2 casquettes, en fait. Et c'est un peu ça, c'est ce rôle d'intermédiaire. Il a plein de casquettes en même temps qui fait qu'il a fait avancer les choses. Et l'autre personne qui, à mon avis, joue un rôle fondamental, c'est celui qui, à l'époque, est le président de la Cour. Donc, c'est un juge brésilien, Antonio Cansao Trindade, qui lui aussi est un grand personnage de ce petit monde, qui aujourd'hui est juge de la Cour internationale de justice à La Haye. Et à mon avis, c'est lui qui introduit la question du droit indien. Ce n'est pas encore une fois les populations indiennes, ce n'est pas les ONG, c'est un juge qui en fait un petit peu son dada personnel, qui parle beaucoup de spiritualité, qui sort tout un immense discours, plein de textes, sur la religion, mais sur la religion en s'inspirant de la philosophie européenne, etc. Il ne connaît rien du tout au cas du Nicaragua, il ne connaît rien du tout aux populations indiennes, mais il est dans un discours sur la spiritualité et c'est lui qui met en avant cette notion de cosmovision indienne. C'est le seul qui utilise le terme, en fait. Donc du coup, moi, je travaille sur toutes les audiences, etc. Donc, je décortique les paroles des uns et des autres. Et en fait, c'est lui qui, à 2 reprises, introduit ce terme de cosmovision. Et c'est lui qui, à partir de la cosmovision, va élaborer ce droit indien. Voilà. Autre point là-dessus, et je termine, c'est le rôle que vont jouer les anthropologues. À partir de là, les anthropologues sont toujours présents dans tous les cas concernant les populations indiennes et afrodescendantes. Donc, leur rôle, c'est un petit peu d'être les intermédiaires, comme s'il fallait qu'il y ait une traduction, comme si les populations indiennes et afrodescendantes étaient vraiment complètement altérisées. C'était d'une population autre que les juges ne peuvent pas comprendre comme ça, comme s'il y avait 2 mondes complètement différents. Donc, là aussi, il y a des présupposés quand même assez forts. Et ce sont les anthropologues qui font le lien entre les 2. Et en fait, bien souvent, les anthropologues ont un discours assez nuancé. Donc, on voit à la fois dans leurs textes, ils font des textes d'expertise,
et aussi dans leurs interventions pendant les audiences. Donc là aussi, c'est faire tout un examen de leurs interventions. Donc, ils ont des discours très nuancés. Par exemple, sur les territoires, ils disent que bien souvent, les territoires, ils ne sont pas bien délimités, ils se superposent, il y a plusieurs groupes qui habitent aux mêmes endroits. En fait, un groupe ethnique, c'est difficile à identifier. La culture, peut-être qu'elle est déjà très occidentalisée, etc. Donc, ils ont des discours nuancés. Mais bien souvent, voilà, les juges ne retiennent rien, en fait, du discours anthropologique. Donc, on peut vraiment s'interroger sur le rôle de la présence des anthropologues et construire ce que moi j'appelle une fiction juridique de l'Indien. C'est-à-dire, c'est une espèce de fiction qui, sans doute, fonctionne en termes juridiques, mais qui, en fait, n'a pas vraiment d'existence réelle. Voilà, donc, on suppose qu'ils sont indiens. Et comme ils sont indiens, ils ont une terre, ils ont une culture, ils ont des traditions. C'est un groupe homogène, ils sont eux-mêmes responsables des ressources naturelles, ils ne vont jamais les contaminer, ils ne vont jamais exploiter la forêt, etc. Ce qui ne correspond pas vraiment à la réalité des populations indiennes, qui, encore une fois, est plus complexe que ça. Voilà. Et c'est ce que je vous dis là, du fait de leur existence même. Voilà, comme ils sont indiens, ils ont des droits, et ils ont une terre, et ils ont une culture, et ils ont une langue, etc. Donc, on n'a pas besoin de s'interroger sur ce qu'est être indien. Voilà. Donc, j'en arrive un petit peu à cet élément-là. Et pour finir, je voulais juste terminer sur un cas qui… Donc, ça pose des questions sur qu'est-ce que ça produit, en fait, cette définition juridique de l'indianité, notamment, alors, à la fois sur les cas indiens qui ne concernent pas la terre, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, sur l'organisation politique, sur des massacres de population, sur la violence sexuelle faite à certaines femmes indiennes, etc. Donc là, il n'y a pas d'association avec la terre, donc comment fait la Cour pour avancer? Et surtout, sur les populations afrodescendantes. Donc, comment la Cour va traiter les populations afrodescendantes à partir de cette fiction un petit peu juridique de l'altérité, de l'indianité, de la différence. Et là, j'ai envie de dire, il y a deux tendances. La première tendance, qui est sans doute la plus importante, enfin pour laquelle il y a le plus de cas, en fait, c'est d'essayer de traiter les populations noires ou afrodescendantes comme des Indiens. Et donc, on fait vraiment une équivalence juridique. Alors, la question, c'est est-ce que cette équivalence existe anthropologiquement entre ces populations noires et les populations indiennes? Et ça va fonctionner dans certains cas, qui sont notamment le cas des Saramacas au Suriname. Donc là aussi, un groupe un peu à part, particulier, donc de noirs marrons, qui vivent plutôt dans la forêt de façon isolée, avec des normes spécifiques, etc. Et aussi, on va l'appliquer au cas des Garifuna au Honduras. Donc là aussi, une population un peu distinguée du reste de la population nationale, qui parle une langue, qui a une autre histoire, qui a en partie une autre culture, etc. Et donc, comme vous voyez, ça c'est les textes des sentences, en fait, on s'interroge, comment on va traiter ces populations? Et la réponse, c'est on va faire comme si elles étaient indiennes. Voilà. Donc, on assimile les populations noires ou afrodescendantes à des populations indiennes, ce qui là aussi pose question. En tout cas, peut-être que c'est efficace en termes juridiques, mais ça pose question en termes anthropologiques. Et la deuxième option, c'est on ne parle pas de population afrodescendante. Donc, du coup, on ne crée pas un droit afrodescendant. L'enjeu, il n'est plus à ce niveau-là. Mais par contre, on avance beaucoup sur une jurisprudence assez novatrice, assez moderne en termes de racisme et de discrimination. Et là, c'est deux cas qui traitent donc Nadege Dorsema et Personas Dominicanas, donc qui en fait sont contre l'État dominicain, mais qui concernent des populations, des migrants haïtiens et des descendants d'Haïtiens, mais qui vivent en République dominicaine et qui ont été, pour certains, exécutés, enfin tués, de façon totalement arbitraire, arrêtés de façon arbitraire et chassés du pays de façon arbitraire. Voilà. Donc là, il y a toute une thématique, encore une fois, nouvelle et relativement en avance de la part de la Cour sur ces questions de racisme, de discrimination. Là, c'est aussi très amusant de voir ça. Les experts anthropologues, ils ne sont pas du côté des victimes parce qu'en fait, on ne traite pas ici la question des populations noires ou afrodescendantes en termes culturels, en termes de relations au territoire,
Mais là où la culture intervient, c'est pour défendre l'identité nationale de la République dominicaine. Donc, en fait, la culture, elle est au niveau de l'État. Elle est au niveau de la société d'accueil ou de rejet des migrants haïtiens. Et les experts qui sont invités pour défendre les Haïtiens, ils ne sont pas anthropologues, sont des grands noms aussi de la mobilisation internationale sur les questions afro, notamment Doudou Diène, qui a été à la route de l'esclave, qui a été à l'ONU, etc. Donc, qui ne parlent pas du tout en termes ni de culture, ni d'identité, ni d'une altérité, mais qui rentrent vraiment sur ces questions de racisme, de discrimination, avec, comme je vous disais, des réflexions assez nouvelles sur notamment le racisme systémique, la discrimination systémique, le racisme d'État, etc., qui apportent beaucoup, mais qui, et pour conclure, en fait, ne rentrent pas dans les réflexions qu'ont les juristes, les avocats sur la naissance d'un droit indien ou afrodescendant. On va dire le droit indien ou afrodescendant, c'est celui que je vous décrivais au début, autour de cette figure un peu fictionnelle de l'indianité qu'on applique éventuellement aux populations afrodescendantes. Et ces autres cas, comme ceux de Haïti, comme celui du Brésil sur l'esclavage moderne, en fait, on ne les traite pas comme des cas de jurisprudence ethnique. Il y a la question du racisme, etc., mais on ne voit pas à partir de là l'émergence d'un droit qu'on pourrait considérer comme un droit afro-descendant. Voilà, ils sont placés un petit peu à l'écart. Voilà, je m'arrêterai là, peut-être, parce que je crois que j'ai déjà trop parlé. Une demi-heure. Merci, Elisabeth, c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, tu m'as fait voyager sur d'autres aspects des choses. Je suis parti sur un aspect avec lequel j'ai vécu lorsque j'étais petit, c'est le côté religieux. Par exemple, le Maroc, un pays musulman, l'islam était la religion, mais il y avait aussi des juifs marocains et on essayait de cacher ça. Et ils avaient je me rappelle qu'ils avaient comment dire, toute une justice basée sur les lois du judaïsme. Donc, c'était intéressant de voir ce parallélisme. Donc, je vais demander, parce qu'il y a des questions, bien sûr, je vais demander en premier lieu à Even de se présenter et poser ses questions lui-même. Oui, Elisabeth, merci. Finalement, je peux identifier le visage qui porte le nom parce que depuis 2012, Maud d'Haïti, John Picard-Béron ainsi que Hervé de Tricorneau ne cessent de citer votre nom. Merci. Alors, j'ai deux questions. Je ne sais pas si je dois les poser ou bien suivre l'ordre, Abdel. Non, bien sûr. Vas-y, tu peux poser tes deux questions. Après, je donne la parole à Dominique. D'accord. Ma première question, parmi les 7 juges, y a-t-il au moins un Indien ou un descendant de ce segment de la population interaméricaine? La première question. La deuxième question, j'ai eu l'opportunité de séjourner au Guatemala pendant plus d'une année. L'une de mes observations sur les droits des populations indigènes est le faible accès à l'eau potable et à l'assainissement. Alors, comme nous le savons, depuis 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a pris une résolution dans laquelle ces services de base ont été reconnus comme faisant partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine. Alors, comment la Cour interaméricaine des droits de l'homme analyse-t-elle cette privation, violation du droit à l'eau et à l'assainissement des populations indigènes dans les Amériques? Je réponds tout de suite ou… Ouais. Si, bien sûr, l'échange avec Dominique, avec Even, et puis après, on passerait aux autres échanges. Tu réponds. Je sais que vous avez une méthodologie différente. Non, c'est juste pour savoir comment… Odile, elle rigole. Ok, merci pour ces deux questions. Alors, sur la question des juges, elle est absolument fondamentale. Hein. Donc, non seulement, on va dire, 90% des juges jusqu'à présent sont des hommes, mais alors, il n'y a jamais eu de juge indien. Il y a eu à 2 reprises un juge et une juge afrodescendante, en fait, jamaïcains. Les deux sont d'origine jamaïcaine. Voilà. Même chose si on prend les membres de la commission interaméricaine, hein, où il y a plus de membres, mais il y a aussi ce qu'on appelle des commissaires, des commissionados.
où il n'y a jamais eu de représentant indien, par exemple. Et donc ça, c'est un des gros débats sur lequel essayent de travailler certaines ONG, notamment sur l'élection des juges, qui est complètement opaque jusqu'à présent. Donc les juges sont proposés par les États et c'est l'organisation des États américains qui les choisit, sans que les juges ne doivent donner un CV, faire des propositions, poser une candidature. Donc on ne sait pas qui est candidat. Et en général, en fait, les candidats, ils sont proposés par l'État et ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas nécessairement des défenseurs des droits de l'homme, pour le dire vite, quoi. Il y a plutôt des stratégies politiques derrière, etc. Donc là, on est toujours dans un système complètement opaque. Donc sous la pression des ONG, la Cour et la Commission essayent de transformer un petit peu ce système d'élection. Alors, pas pour la Cour, parce que là, il y a trop d'enjeux politiques et tout ça. Pour la Commission, là, il y a deux commissionados, je ne sais pas comment on traduirait, commissaires, représentants, on va dire, qui viennent d'être élus. Et ils ont été obligés de déposer un CV publiquement et de faire une petite présentation d'eux-mêmes. Voilà. Après, qui a pris la décision, on n'en sait rien, etc. Mais il y a quand même eu une toute petite avancée, on va dire, en termes de démocratie. Mais voilà, mais sur le fond, non, la représentation est très mauvaise. Et surtout, c'est une élection complètement opaque, enfin une désignation complètement opaque. Après, sur l'accès à l'eau, en fait, disons que dans la Convention interaméricaine des droits de l'homme, il y a différents droits qui sont mentionnés. Donc, je vous disais, alors, il y a donc, le fameux droit à la terre, c'est l'article 21 de la Convention. Mais il y a plein d'autres droits. Il y a le droit à l'expression publique, il y a le droit à l'organisation politique, et il y a notamment ce qu'on appelle un droit à la vie. Et souvent, le droit à la vie est mobilisé, notamment pour ce qui serait l'accès à l'eau, pour ce qui serait par exemple aussi l'accès à la santé. Donc en fait, dans tous ces cas que je vous ai mentionnés, moi j'ai mis l'accent sur la terre parce que c'est ce qui est mis en avant. Mais bien souvent, il y a des droits supplémentaires qui sont mentionnés et ça va être l'accès à l'eau, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, etc., etc. Donc, en fait, il y a une diversité de droits. L'accès à l'expression politique, l'accès à la justice, etc., etc. Donc, il y a un éventail assez large. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe dans les cas indiens où il n'y a pas la terre. Parce que justement, du coup, il y a toute une réflexion de la Cour qui est extrêmement intéressante pour se dire, OK, est-ce que les populations indiennes ont un droit spécifique à l'eau par rapport à des populations non indiennes? Qu'est-ce que produit le fait d'être indien dans le rapport à l'éducation, par exemple? Est-ce qu'il faut faire un droit spécifique pour les Indiens ou pas? Et là, les réflexions deviennent intéressantes. Merci, Elisabeth. Je ne sais pas, on peut passer à la deuxième question? Je demande à Dominique. Dominique Boisson, je te laisse te présenter, faire ta question, poser ta question. Merci. Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup. Moi, je suis Dominique Boisson. Je suis un géologue, donc, professeur à l'Université d'État d'Haïti. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié cette présentation, d'autant plus que c'est un thème qui me paraît et auquel je ne suis pas confronté, mais j'ai eu à être en contact avec non pas les populations indigènes, parce qu'en Haïti, ça se présente un peu différemment. Nous n'avons pas de population indigène, les Indiens ayant disparu dès le début, et puis les afro-descendants, nous sommes tous des afro-descendants, donc il n'y a pas quelque chose de particulier pour les afro-descendants. Mais par contre, le fait est qu'il y a des populations marginalisées, des populations qui sont en dehors des villes, donc quelque part qui pourraient être comparables à ces populations indigènes, puisqu'elles sont un petit peu en dehors de la norme qui régit dans les villes. J'ai une question, moi, quand je regarde le schéma de cette Cour interaméricaine, je vois le rôle qui est joué par l'État et je me pose la question, est-ce que les multinationales, formellement ou informellement, interviennent aussi dans le processus? Parce que finalement, ce sont des acteurs assez puissants
est assez présent, notamment quand il s'agit d'éroger aux ressources, où ils ont des relations directes avec des zones contrôlées ou pseudo-contrôlées par des populations indigènes. Est-ce que, quelque part, ils ont un poids, un rôle qu'ils jouent? Et j'ai une deuxième question qui me vient aussi, c'est, je comprends très bien que deux poids lourds des Amériques sont absents de cette cour, c'est les États-Unis et le Canada. Pourtant, ce sont deux pays qui ont cette réalité des populations indigènes très présente. Je pense beaucoup au Canada, où c'est un thème très, très présent dans leur législation, dans leurs approches. Est-ce que ceci a un poids aussi, pèse quelque part sur la façon dont on gère les dossiers au niveau, est-ce que l'orientation, la jurisprudence s'appuie aussi sur ce qui se passe en Amérique du Nord? Merci pour vos questions. Alors, j'essaye de répondre. Alors, le rôle des multinationales, ouais, il est fondamental sur ces questions-là, notamment justement ce que vous disiez, hein, l'accès aux ressources. Et bien souvent, les multinationales veulent avoir accès à des ressources qui sont sur ce qui peut être considéré comme des territoires indiens ou afrodescendants. Et je vous mentionnais ce qui est considéré comme le cas initial, on va dire, d'origine de la jurisprudence ethnique, ce cas Awastingui au Nicaragua. En fait, le début du problème, il est là. Il est que la population Awastingui, elle a des terres, ce sont des forêts, et là arrive une multinationale, d'ailleurs deux, enfin elles se succèdent, qui veulent exploiter la forêt. Et contrairement à l'image que va donner la Cour, en fait, les populations indiennes, elles essayent de faire elles font un accord, elles passent un accord avec ces multinationales pour exploiter la forêt, mais pour l'exploiter de façon équitable d'une certaine façon, enfin, où il y a une reconnaissance, c'est les populations indiennes, c'est leurs terres, elles vont aussi bénéficier des ressources, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout cette image des populations indiennes qui ne veulent surtout pas exploiter la forêt, qui sont conservatrices. Non, eux-mêmes voient la forêt comme une ressource économique et veulent en vivre, hein, et sont très contents de passer un accord avec cette multinationale pour pouvoir vendre les ressources forestières, etc. Là où les choses ont mal tourné, c'est en fait quand la multinationale a essayé d'en demander toujours plus sans respecter l'accord des populations indiennes, et surtout en fait quand l'État nicaraguayen a soutenu complètement la multinationale aux dépens des populations indiennes. Et c'est là où en fait les populations indiennes ont dénoncé cet accord et se sont retournées contre la multinationale et contre l'État. Donc oui, dans beaucoup de cas, à l'origine, il y a le rôle de ces multinationales qui veulent exploiter les ressources et qui bien souvent vont être soutenues par les États nationaux au détriment des populations indiennes, quoi, ou sans demander l'avis des populations indiennes. Alors, sur les États-Unis et le Canada, bon, je pense que s'ils n'y sont pas, c'est une question de souveraineté. Hein, ils ne veulent pas avoir un tribunal supranational qui pourrait intervenir sur leurs affaires nationales. Après, il y a une chose qui est très intéressante dans la jurisprudence, enfin dans les textes de la Cour, c'est qu'elle a une capacité à mobiliser en fait, des références nationales, internationales, etc. Les avocats qui écrivent les textes, ils sont brillantissimes. Hein. Donc, ils connaissent toute la jurisprudence du monde entier, j'ai l'impression. Enfin, souvent, ils citent des cas en Europe, en Afrique, etc. Et donc, enfin, je pense que ce n'est pas souvent, mais il est tout à fait possible qu'ils aillent citer des cas au Canada où justement il y a une législation assez avancée sur les questions indiennes, où il s'est passé des choses. Hein. Ce n'est pas que le Canada ait nié la présence de ces populations indiennes. Au contraire, il y a une législation qui est souvent citée en modèle. Donc, la Cour ne va pas hésiter à citer la législation ou la jurisprudence canadienne. Ça c'est tout à fait possible, même si le Canada n'est pas membre ou ne reconnaît pas l'autorité de la Cour, et même si la Cour ne s'applique pas au Canada, quoi. Donc oui, elle peut être citée, tout à fait. Merci Elisabeth, merci Dominique pour ta question. Une dernière question. Qui veut faire une dernière question en activant son micro et faire directement la question à Elisabeth Cunard. Sinon, on passe à autre chose. Pas de questions? Vas-y, Odile. Bonjour à tout le monde.
Alors, on se rend bien compte qu'Elisabeth est en train de faire un travail très contemporain, hein, très sur l'actualité. Mais est-ce qu'on peut voir un peu sur les quelques années passées, est-ce qu'on voit, ou dans les commentaires que tu as pu avoir, qu'il y aurait une espèce d'essoufflement du paradigme ethniciste indien ou afro, un peu comme tu l'as montré pour ce qui est des cas de population afrodescendante. C'est-à-dire qu'on voit bien pour ce qui est des cas afrodescendants en Amérique latine, qu'effectivement, on est de moins en moins, enfin, on va moins vers le côté ethnique et plus vers le côté raciste, discrimination. Mais est-ce qu'on pourrait généraliser ça, y compris pour les populations indiennes, c'est-à-dire le généraliser en fait, et que le paradigme multiculturaliste ethnique est effectivement en train de s'essouffler pour laisser place à un paradigme beaucoup plus lié aux droits de l'homme, au racisme et à la discrimination. Merci. Merci Odile. Je suis incapable de te répondre, mais des éléments de réflexion. Moi, ce que j'observe en ce moment, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, la thématique qui, entre guillemets, est à la mode, c'est plutôt la thématique du genre. Et ça, en fait, ça s'explique aussi en partie, et c'est un petit peu ce que j'essaye de montrer, quoi. C'est le rôle des juges. Et la présidente actuelle de la Cour, donc Elisabeth Odio, elle a travaillé toute sa vie sur la violence faite aux femmes, sur la violence sexuelle, sur la reconnaissance du mariage pour tous. Voilà, c'est sa thématique. Elle a travaillé dans l'ex-Yougoslavie sur les violations des femmes, les viols des femmes, etc. Donc, et on voit bien qu'elle porte cette thématique aujourd'hui à la Cour, donc c'est la présidente qu'elle la met en avant, quoi. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, il y a eu plusieurs cas sur des questions de violence faite aux femmes, voilà, qui font avancer la jurisprudence et du coup qui sont mis en avant et dont on parle, et du coup ça attire aussi des cas sur ces questions-là. Enfin, donc il y a une logique proprement interne à la Cour, en fait, proprement juridique, qui fait qu'il y a… Alors, effet de mode, ce n'est pas du tout le bon terme, hein, mais il y a des effets un peu structuraux, internes, de logique propre au fonctionnement de la Cour. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'organisations de base, entre guillemets, qui critiquent la Cour. Peut-être qu'il y a 10 ans, ben voilà, il y avait encore un peu un idéal, on y croyait. Aujourd'hui, c'est de plus en plus critiqué. Aujourd'hui, moi, il y a des gens qui me disent, par exemple, ne serait-ce qu'ici au Costa Rica, hein, qui disent que les organisations indiennes, elles ne veulent plus passer ni par la Cour interaméricaine, ni par la Cour constitutionnelle ici, enfin, les tribunaux ici, parce qu'elles disent, mais ça ne sert à rien, en fait. Donc, il y a une désinstitutionnalisation où il y a une moindre croyance dans l'institutionnalisation. Et du coup, ils disent, mais nous, on va régler nos problèmes tout seuls et on ne croit plus en l'État ou on ne croit plus dans les organisations internationales. Et je pense que ce qui est vrai au Costa Rica, où quand même c'est relativement calme, ça l'est encore plus en Colombie ou ailleurs, quoi, où il y a des mouvements beaucoup plus forts. Et il y a aussi, troisième élément, de plus en plus d'intellectuels qui, eux aussi, commencent à mettre en doute le rôle de la Cour, l'efficacité de la Cour. Et juste un exemple de quelqu'un que tu connais bien, un anthropologue qui est un de nos collègues, hein, Charlie Hale, qui est anthropologue aux États-Unis, nord-américain, enfin états-unien, c'est très intéressant, qui était expert dans ce premier cas que je vous ai mentionné, à Wastingui, donc en 2000, parce que lui-même est spécialiste du Nicaragua, donc qui est intervenu justement pour essayer de soutenir les populations indiennes, etc., qui l'an dernier a écrit un article où il revient sur ce cas, donc 20 ans après, quoi, et où il dit, bah, vraiment, je me demande si j'ai bien fait. Peut-être que je n'aurais pas dû intervenir, j'aurais pas dû, parce que d'une certaine façon, ben, on m'a aussi manipulée, quoi. Et ça ne sert à rien. Et en fait, peut-être que si je n'étais pas intervenue et si on avait dit, ben non, de toute façon, le droit, ça ne sert à rien, les droits de l'homme, c'est inutile, peut-être que la situation des Awastingi aujourd'hui serait meilleure. Donc, des intellectuels qui étaient experts dans ces espaces-là commencent eux-mêmes à revenir sur leur rôle là-dessus.
après dire qu'on passe de questions ethniques à questions raciales, là, il faudrait faire, et je voudrais bien le faire, un travail plus rigoureux, plus sérieux, justement sur ces 30 sentences, là, enfin les 32 que je vous ai mentionnées, et voir exactement à quel moment on parle de racisme, à quel moment la question émerge. Donc, essayer de faire un peu une généalogie, mais ça, c'est un travail assez minutieux et rigoureux à faire, quoi. Mais je pense qu'il y a eu, dès les années 2010, des cas indiens où on parlait de racisme. Mais ce n'est pas ça qu'on a mis en avant. Mais en même temps, la Cour commençait déjà à évoquer la question. Mais disons que ça n'a pas été médiatisé, ça n'a pas été retenu. Voilà. Mais je pense que la question du racisme, elle n'émerge pas seulement aujourd'hui et elle n'émerge pas seulement dans le cas des populations afrodescendantes. Elle était déjà un petit peu là, sauf que personne ne s'y intéressait d'une certaine façon. On parlait d'ethnicité, de culture, de différence, c'était ça qui était mis en avant. Mais là, ça demande un travail plus rigoureux, ouais. Merci. Ah, pardon, Odile, vas-y. Je peux profiter, juste pour une question très précise. Le Mexique, il y a eu des cas du Mexique, j'imagine, je n'ai pas bien regardé. Et est-ce que le soulèvement de l'Ezeta LN en 1994 a donné lieu à des cas qui ont été présentés à la commission et à la Cour? Parce que justement, l'Ezeta LN était très en avance sur ces questions de racisme. Oui, c'est une bonne question. En tout cas, en tant que cas présenté comme cas indien, non. Enfin, moi, je ne les ai pas trouvés, quoi. Alors après, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été présentées pas en termes indiens, ce qui serait un petit peu étonnant parce que leur revendication, elle était quand même aussi en termes d'ethnicité. Donc, je ne pense pas. Les deux cas qui sont arrivés sont des cas dont tu as dû entendre parler. C'était les deux cas en 2010 de deux femmes qui ont été violées par les militaires. Oui, oui, tout à fait. Donc, qui porte aussi sur ces questions un petit peu de… voilà, là ce n'est pas du tout une question territoriale, ce sont plus des questions de rapport des populations indiennes au pouvoir dominant, et là, en l'occurrence, aux militaires, quoi. Et là, je pense que dans les textes des sentences, il y a une évocation d'une sorte de racisme structurel, de racisme d'État. Je ne suis pas sûre que ce soit ce terme-là qui soit utilisé. Ouais. Dans la demande de la commission, dans l'intervention de l'experte qui est une de nos collègues, Aïda, qui est collègue du CIESAS, on parle de racisme structurel. Mais je ne suis pas sûre que la Cour ait retenu le terme. C'est ça qui est très important, de voir les différents acteurs et de voir les décalages entre les propos des acteurs. Est-ce qu'à la fin, la Cour retient ou ne retient pas? Mais pour pouvoir se rendre compte de ça, il faut remonter à tous les discours des acteurs et à tout ce qui a été dit, quoi, pour voir ce qui a été oublié, justement. Enfin, oublié ou volontairement laissé de côté, disons. Merci. Merci Isabelle, merci Odile. Et comme d'habitude, on réserve quelque chose pour toi, Elisabeth. Donc, je laisse à notre cher Pierre présenter ce qui nous a sorti de cet échange. Et tu nous dis, tu le commentes, s'il te plaît, Pierre, si tu peux. Attendez, la grande surprise, elle va être… tu peux partager l'écran, Pierre, et montrer ton œuvre pour Elisabeth. Est-ce qu'il m'écoute? Il n'a pas réussi à faire une œuvre. Si. Ton micro, Pierre, ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Oui. Je disais, je cherche là. Alors, j'ai oublié comment on partage. Tout en bas. Tout en bas. Un moment. Là, tu as un truc vert qui s'appelle Share Screen. Tu appuies, il va te donner toute l'option sur ton écran et tu choisis celle que tu veux partager avec nous. Un moment. OK. Sinon, tu me l'envoies et je le fais. Mais je te l'ai fait la dernière fois sans aucun problème. Bon, c'est que là, aujourd'hui, je suis sur mon iPad. Je ne suis pas sur mon ordinateur. Un moment. Mais sur le Zoom, en bas, tu as Share Screen en vert. C'est en anglais, je l'ai en espagnol. Partager, voilà. Ah, il est parti, il est revenu. Non, je suis là. Tu n'as pas réussi? Je suis là. Un moment. Okay. Ça vient. Oh, ça vient.
Ça va venir. Ça va venir. On va passer la pub avant que ça. Ben, en attendant, Pierre, je vous annonce que l'épisode 3 des Jeudis de la Science aura lieu le 24 juin, un jeudi 24 juin, et la conférence sera donnée par Hervé Letreux sur tout ce qui est changement climatique, les raisons, le futur, les prédictions. Entendu. Donc, ne ratez pas cet événement. C'est bon, Pierre, tu es prêt? Et presque. Presque, j'aime bien le presque. Hein? C'est comme le Mexique, ahorita. Eh bien, dans ce cas, on fait comme vous dites. Je vous envoie ça par email. S'il te plaît, envoie-le-moi sur mon mail et je fais le nécessaire. Et tu le commentes. Hein? Sans souci. Alors, j'attends. Même pas ce que. C'est envoyé? Moment. Alors, j'envoie à Susanna, OK? J'ai son email là sur. OK? OK, envoie-le. Susanna, tu sais faire. Tu l'as reçu, Susanna? Non, je n'ai pas encore envoyé. C'est en cours. Ah, il faut attendre. Je suis désolé, mais ça doit être un truc sympathique. Là. C'est arrivé chez toi, Susanna? Non. C'est en cours. OK, Susanna. Mais aussi Abdel, comme ça, il y aura deux. Susanna et Abdel. S'il te plaît. Je n'ai pas encore reçu. Il n'a pas encore envoyé. Ah. On le stresse, le pauvre. Je suis désolé, Pierre. Mais non, c'est bon. Il est parti? Merci de vérifier. Je pense que c'est parti. Ah, d'accord. Parce que tu sais, les Américains peuvent le stopper dans l'Atlantique. Donc. Vous avez reçu? Attends, il charge. Non, j'ai pas. Tu as mis Abdel quoi? Abdel.ird? Abdel Gmail. Ah, Gmail. Je vais sur Gmail. D'accord. Tu l'as reçu, Susanna? Non, pas encore. OK, Susanna. Non. Un moment, ça part maintenant. Abdel. Abdel IRD, tu peux mettre IRD? C'est bien IRD. Abdel.sifedine@ird.fr. Est-ce que j'arrive? Je ne sais pas ce qui me passe avec mon ordi. Très bien. OK. Là, c'est parti. Vérifie, Susanna. Si je vérifie, mais non, il y a un problème. Je n'ai pas reçu. Non, mais tu l'as envoyé sur abdelsifedine.ird? @ird? Bien sûr. C'est ça, oui. Ben, ça ne m'arrive pas. Je suis triste. Pas de détail, là. Si le fichier c'est bizarre. Non, c'est parti. J'ai arrivé. C'est bon. Susanna, OK. C'est bon. Je l'ai. Bon, je suis désolé pour ce contretemps. Non, t'inquiète. Attends, je vais partager maintenant.
Et on va voir le… Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde Pierre, voit. Oui, oui, oui. Alors là, je vous présente tout au fond, c'est le bâtiment de la Cour interaméricaine. Et puis, Madame Koning qui nous dit que cette cour manque vachement de couleurs et puis qu'elle va arranger ça. Et puis, le saut qu'elle tient maintenant, c'est le saut des droits des Indiens et des afro-descendants. Alors, j'espère que c'est ça. Je te trouve super bonne indienne, Elisabeth. J'aime beaucoup ma tenue. Est-ce que… Voilà. Donc, je te l'envoie. Je te la renvoie. Et c'est le cadeau. Et merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. Vraiment super. La cour est très ressemblante. Moi, je ne sais pas si je me ressemble. Si. Je n'ai jamais vu